refus de la chose dans l'inhibition, tu as le contrôle top-down qui va rentrer, c'est-à-dire ma raison essaye de gouverner mes émotions, et non, je sais qu'il ne faut pas que je mange ce biscuit, ça c'est une force de résistance, tu freines, et ça tient un coup, parce que c'est épuisant pour l'organisme, c'est coûteux au niveau nerveux. Donc au bout d'un moment, tu lâches. On l'a vu avec Mathieu Boulet aussi sur la formation de personne rose, ça fonctionne beaucoup comme ça. Mais bien sûr. Alors que si tu nourris quelque chose, si tu vas dans le sens du courant de quelque chose, et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « rien n'est coûteux pour l'évident », c'est-à-dire que si c'est évident, si c'est dans le sens de l'évidence, c'est pas coûteux pour l'organisme. Donc au lieu de résister à quelque chose, je vais plutôt tendre vers l'autre chose. Et quand j'ai compris par la naturopathie, par l'étude, voilà, à quel point manger des produits bruts, non transformés, en contrôlant l'origine, etc., sans me gaver, sans surmanger, sans overeating comme disent les Américains, ça pouvait me servir. Ben, j'ai mis mon énergie dans le fait que ça allait me servir et je me suis dirigé vers ça et je ne me suis pas opposé à autre chose. Et c'est là où, avec tout ce qui se passe en ce moment en France, où on parle beaucoup de résistance. Il faut résister, anti-système, etc. Parce qu'il y a des oppositions, il y a eu les élections il n'y a pas longtemps, il y a eu la crise sanitaire, il y a des clans qui se sont affrontés comme ça. Moi j'ai toujours dit, arrêtez de lutter contre et essayez plutôt de œuvrer pour. Bien sûr. Et là en fait c'est la même chose. Soit tu es dans l'inhibition de quelque chose, perdition de l'énergie, ou je coupe ce canal-là et je mets mon énergie dans autre chose qui va nourrir un projet. Et mon projet, moi, c'est moi-même, personnellement, et pour mieux aider les autres. C'est-à-dire, l'hébertisme, Georges Hébert, c'était devenir fort pour être utile. Et si ça passe pas par là, ça peut pas passer par autre chose. J'essaie d'être utile et après j'essaie de me renforcer, vous allez faire un boulot médiocre. Alors que si vous passez par l'inverse, si vous devenez fort, ben là vous allez être hyper utile aux autres. Et comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui est aligné, c'est un thérapeute. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il ait une casquette de préparateur physique ou de naturopathe, s'il est aligné, il rayonne tellement de quelque chose qui est évident que tout le monde se fait inspirer par ça. Et il y a une autre phrase dans un bouquin qui s'appelle Le samouraï moderne, c'est pas l'éthique du samouraï moderne de Franceschi, c'est un autre, qui dit « La médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme ». C'est-à-dire tu laisses rentrer la médiocrité en toi, tu impactes tout le monde autour de manière négative. Une autre façon de le dire plus positive, c'est prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Et là, on arrête de parler d'égoïsme. C'est-à-dire, je prends soin de moi, je prends soin des autres. Voilà. Donc ta zone de génie, si tu avais à la décrire en quelques mots, ça serait quoi? Ce serait transmettre, je pense. Transmettre. Ouais, parce qu'une zone de génie, elle doit aussi nous nourrir. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux faire sans me perdre. Sans sortir de là, exploser, crever. C'est-à-dire que je vais pouvoir sortir d'une zone de génie régénérée, si c'est vraiment la mienne. Et quand je fais un podcast comme ça, que je partage, quand je fais une vidéo, après tu as l'impression que tu es le maître du monde, tu sais. Mais ouais. Donc moi, ça marche comme ça, dans la transmission, dans le partage. J'ai trouvé YouTube pas par hasard, je pense que j'ai trouvé par sérendipité, je pense que c'est arrivé comme ça. Ça devait advenir, je ne l'ai pas cherché, mais c'est advenu. Et je me suis bien rendu compte que ça me nourrissait. Donc après, les stages en présentiel, c'était une chose. Tu as un paquet là maintenant de vidéos sur YouTube. Oui, je sais pas combien, plusieurs centaines, ça c'est sûr. Mais j'ai arrêté de compter, ça c'est clair. Mais voilà, l'aboutissement, ça a été la création d'une école. Parce qu'après, tu as envie de former les gens sur 18 mois, obligatoirement, de vraiment inculquer des choses plus profondes, de prendre le temps pour les choses, et de faire intervenir des gens comme toi, des spécialistes dans leur domaine. Et là, après, tu as une alchimie qui est géniale. Ouais, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vrai qu'on croise beaucoup dans ce milieu, en tout cas, de la remise en forme, préparation physique, santé. On intervient et on a des relations croisées, donc c'est comme ça qu'on fait évoluer le game aussi. C'est ça. Donc ton rythme au quotidien, t'as pas répondu? Bah si, c'est lever très tôt, coucher très tôt. Ok, après, très tôt, c'est quoi, pourquoi? Enfin très tôt. Quand je le dis, généralement les gens pensent disent que c'est très tôt. Pour moi c'est juste normal, c'est généralement autour du lever de soleil, donc ça va être entre 5 et 6 heures. Ça peut être selon la saison, ça peut se décaler. Hein. Okay, tu t'enchaînes comment? Tu prends ton café, tu vas marcher? Non, c'est quoi ton rythme? Le plus important pour le matin, il y a des choses qui ont été transmises par Andrew Huberman dans son podcast qui sont fondamentales. Hein. Très très bon ce podcast. Ouais, c'est l'un des meilleurs. Donc Andrew Huberman, c'est le professeur de Stanford en neurobiologie, qui est d'une pédagogie incroyable. Bref, allez voir ce qu'il fait. Et qui a fait vraiment beaucoup pour populariser le fait que notre premier effecteur, stimulateur des horloges biologiques, c'est la lumière. La lumière du jour.
C'est important de le préciser parce qu'elle est d'un certain spectre et d'une certaine intensité. Et le matin, quand on se réveille, on a les neurones à mélanopsine, donc c'est certains types de cellules ganglionnaires qu'on a au fond de notre rétine, hein, dans l'écran de cinéma qui est au fond de la rétine qui capte la lumière, qui est connecté au noyau suprachiasmatique du cerveau qui est l'horloge. C'est-à-dire c'est le maître horloger qui va dire « il est telle heure » à tout le corps, pardon. Mais pour ça, il faut qu'il se fasse réveiller par la lumière. Et le truc, c'est que le matin, la rétine, elle est reposée. Il faut beaucoup de luxe, comme on dit, c'est la mesure de la lumière. Il en faut beaucoup en termes de quantité et en termes de qualité aussi de spectre lumineux. Donc il faut être dehors le matin, autour du soleil. C'est-à-dire, pas à 10h, c'est mort. C'est la circadienne dead zone. Donc de 10h le soir, c'est bien d'être dehors, mais pour d'autres raisons. Il faut surtout activer le truc et faire monter la courbe du cortisol le matin. Donc généralement, je sors, je me réveille, je sors le matin. Et puis je peux prendre une boisson chaude le matin dehors. Je mange pas le matin parce que j'ai pas faim. Voilà, dans une période de ma vie, je me fais des petits déjeuners gargantuesques. Et l'écoute de mon corps et tout simplement l'écoute de mon corps et de mes ressentis me pousse le matin à ne pas manger. J'ai pas faim. Voilà. Loane nous disait que, moi aussi j'ai tendance à le faire, c'est souvent le matin où le cerveau est le plus actif en fait. Tu as ces fameuses ondes alpha dont on a discuté hier soir et c'est là où Loane disait c'est le moment en fait, mon moment de plus grande productivité, c'est dans ces créneaux horaires là le matin. Clairement. Pour toi c'est un peu pareil? Ouais. Clairement là je vais pouvoir écrire, donc après je vais me poser. Je vais beaucoup écrire, je passe beaucoup par l'écriture. Pour moi c'est la matérialisation de la pensée, clairement. Tu passes pas sur l'ordinateur? Non, pas tout de suite. Il y en aura un moment, mais plus tard. Je vais écrire, ça part souvent en philosophie, ça part souvent dans des routines de gratitude, de fierté aussi. Tu vois, je pose des trucs comme le recommandait le feu Charles Poliquin, de commencer la journée par de la gratitude et de la fierté envers quelqu'un, envers soi-même, ce qu'on a fait dans le passé, etc. Ça c'est très bon pour le mindset, c'est très régénérant. Et puis après, pas de planification de la journée spécifiquement, mais j'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais être en ce moment sur la structure de l'école, donc je vais faire beaucoup de rédaction des cours, enregistrer les vidéos des cours. Donc le travail va continuer donc, vers 9h, j'ai envie de dire. Puis généralement, au bout de 3 heures, il y a un pic d'activité où on a envie de bouger. Le tonus musculaire est son maximum. Généralement, là, je ne peux plus tenir sur une chaise. Déjà que je suis en squat la plupart du temps. La chaise, au niveau pour le coup, c'est non physiologique à son maximum. Donc, je suis rarement le cul sur une chaise. Ou c'est après avoir eu un bon effort et j'ai besoin de me reposer. Là, à 9h, aux alentours de 9h, peut-être un petit peu avant, je vais faire ma séance de sport. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la gymnastique, le calisthenics. Ce travail-là de renforcement aux anneaux, voilà, le L-sit, tenir certaines postures, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui t'a nourri en termes de développement personnel? Est-ce que tu as fait des formations, des choses pour justement arriver à avoir ce mindset et cette connaissance de soi? Bon, hormis, bien évidemment, l'épisode Japon qui t'a beaucoup construit dans ta jeunesse. Même si tu es encore jeune. J'espère. La quarantaine approchée, c'est terrible. C'est bon, ça va. Ce qui nous nourrit le plus, ce sont nos épreuves. Donc, et ça, c'est important de le rappeler. Tu es sorti volontairement de ta zone de confort. Pas besoin, c'est la vie qui t'a présenté ça. On traverse tous 3 fois l'enfer. J'ai 34 ans, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma tante de manière brutale. Mon père, ça a été une leucémie où on était 3 ans en chambre stérile, chimiothérapie, radiothérapie, greffe de moelle osseuse, greffe de cellules embryonnaires, de trucs machin chouette. Voir toute la famille souffrir. Il n'y a rien de pire dans l'impuissance complète, parce que quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est vraiment en chambre stérile, où tu vois fondre physiquement, perdre ses cheveux, etc., où tu peux rien faire. Il n'y a rien de pire. Rien de pire. Bon, bah ça, je sais, mais ça m'a renforcé, ça m'a fait grandir en maturité de 20 ans. Ça m'a donné des outils, des forces qui sont incroyables. Une résilience à toute épreuve. Après, tu sors de là, mais
un petit problème de voiture, quoi, mais tu rigoles. Vous savez ce que j'ai traversé là? Ça c'est rien, c'est pas un problème ça. Hein. Après tu relativises sur beaucoup de choses. Encore faut-il avoir une méta-analyse. Encore faut-il prendre le recul d'analyser sa propre analyse. C'est-à-dire que si tu restes uniquement toujours dans l'émotionnel... Il y a quelqu'un qui t'a guidé pour ça, parce que Jade, c'est compliqué à faire. Tu vois, c'est particulier et c'est parfois un signe de grande maturité d'arriver à prendre ce recul-là. Donc, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont accompagné, de la famille, un oncle, un copain tout le monde. Ça a été des petites touches comme ça à droite à gauche qui t'ont permis de construire justement. Tout le monde accompagne, c'est-à-dire que l'homme est à l'image de son environnement, même l'homme est EST, son environnement, donc tous les gens qui t'entourent en fait te construisent toi-même. Bismarck il disait, c'est Idriss qui le rappelle souvent, les gens intelligents, les gens normaux apprennent de leurs erreurs, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Moi je me suis beaucoup, je veux pas dire que je suis intelligent, mais en tout cas les erreurs des autres m'ont énormément appris. C'est-à-dire, mon père il avait un caractère de cochon. Même s'il n'y a pas un jour où il me manque pas, hein, je l'aimerai toujours. Mais il a fait énormément d'erreurs. Ma mère, c'est la gentillesse incarnée, c'est un Bouddha, tu vois, elle prend soin de ses enfants, etc. Mais elle fait plein d'erreurs, elle a plein de traits de caractère où elle me dit j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est vrai, ouais. Mais parce que tu es mon modèle, les parents sont toujours les modèles, hein, à tous les âges de la vie, ça, il reste, hein, ça c'est immuable. Parce que tu es mon modèle qui a ses défauts, et ben, je vais tirer les bonnes leçons de tes propres défauts. J'ai perdu ma grand-mère là au mois de janvier. On entraînait des relations très distantes parce que c'était très conflictuel avec elle, etc. Et j'en parlais encore avec mon frère, c'est quand ce que je retire d'elle, c'est les belles leçons qu'elle m'a apprises par ses défauts. C'est pas ses qualités, on se dit ah t'as dû avoir un mentor qui devait être génial, genre un Superman qui niveau développement personnel c'était un Tony Robbins croisé avec un Bruce Lee. Non, moi j'ai eu des gens normaux qui faisaient des grosses erreurs. Mais j'ai pris le pas de recul pour analyser ces erreurs et me dire mais je ferai pas la même chose, j'ai pas arrêté le même schéma. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, c'est vraiment avoir cette métaposition de en permanence essayer d'analyser ton environnement en fait. Ouais, et soi-même, les autres qui nous entourent. On dit qu'on est à l'image des 5 personnes qui nous entourent. Je pense que c'est vrai, mais il faut savoir quoi en prendre de ces 5 personnes. Et tu peux prendre le meilleur de ton boulanger. Hein, faut pas aller voir forcément le milliardaire qui a réussi à faire ça, qui est astronaute ou qui a 1 milliard sur son compte en banque, peu importe ce que vous tenez comme qualification de la réussite. Oui, parce qu'aujourd'hui tu côtoies aussi ces gens-là à travers... qui ont des défauts énormes. Hein, les plus connus que je connais dans mon répertoire téléphonique, si vous sortez les gens les plus connus que j'ai interviewés, ils ont des défauts aussi gros que leurs qualités. Mais ça c'est génial, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais voir en off. Est-ce que ces gens-là qui sont d'une intelligence incroyable, avec plein de qualités, bah, ils n'ont pas leurs petits défauts, où il n'y a pas un moment où tu vas les prendre en défaut, etc. Et s'ils n'en ont pas, c'est tant mieux, tu t'inspireras de leurs qualités. Donc oui, j'ai eu des mentors de manière indirecte. Gunther Pauli, ça en est un, Idriss, ça en est un autre, qui est devenu un ami. Toi, Laurent Butafogui, Laurent Tifounet. Mais non, mais c'est vrai parce que vous êtes des grands frères, parce que je pense à ma famille d'abord, j'en ai beaucoup parlé, mon frère, ma soeur, qui sont des gens, je sais pas, j'en connais pas 2 comme eux, c'est-à-dire mon frère, il a créé l'Oasis de Flaugergue, qui est une institution maintenant, c'est un lieu de croisement, de permaculture et de rencontres citoyennes, qui est à Montpellier, c'est un paradis, une oasis dans Montpellier. Et je connais pas ça autre part en France, c'est-à-dire qu'à côté, ce qu'ont fait les colibris, c'est moins